En 1985, Coca-Cola fait l'un des pires moves marketing de son histoire qui a bien fallu lui coûter la réputation de sa boîte et même failli la faire couler. Il décide de lancer un nouveau produit, le New Coke. Et comme toute boîte marketing et comme toute stratégie marketing, avant de lancer un produit, tu le fais tester auprès de consommateurs. Donc ils ont pris un bloc de 200 000 personnes, consommateurs, l'ont fait tester, l'ont fait goûter, et ont eu des retours positifs sur le produit. Donc ils se sont dit, ok, c'est bon, on lance quelques semaines plus tard la nouvelle gamme. Production, lancement, tout a l'air de bien se passer. Et quelques jours plus tard, c'est une catastrophe. Les consommateurs sont furieux, mais vraiment furieux, genre à sortir des jerrycans d'essence et brûler des voitures, limite, tu vois. Ils ont lancé des pétitions, essayé de racheter les anciens stocks de Coca, et se sont insurgés contre, du coup, ce nouveau produit qu'ils ne voulaient pas, au final. Coca-Cola, dans la panique, ont complètement arrêté la production et rétro-pédalé pour revenir, du coup, sur, finalement, l'ancien produit. Les ventes ont redécollé, tout s'est de nouveau bien passé, mais ce que ça nous apprend, c'est que les gens ont validé un produit qu'ils ont refusé plus tard. Et la raison, elle est très simple. C'est qu'en fait, oui, ils ont trouvé le nouveau goût, intéressant, mais pas de là à remplacer le goût de leur enfance, la saveur qui les rapprochait de Coca-Cola, le goût nostalgique du produit. Tu vois. C'est comme si demain, je venais te voir et je te disais, tiens, goûte ce fromage, t'en penses quoi? Tu me disais, ok, il est bon. Et ben, je te dis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu manges que de ce fromage. Bah, forcément, ça a provoqué des réactions. Et je te dis ça pourquoi? Parce que tu vois, en tant qu'entrepreneur, on a tous des centaines d'idées par jour. Sous la douche, le matin, même là, en train de tourner cette vidéo, j'ai des idées de business. Je suis en train de me dire, tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus, etc., etc. Et quand tu as une idée où tu te dis, tiens, elle est faisable, elle est intéressante, il y a quelque chose à faire sur la partie business, on a tous le même réflexe. On va demander auprès de nos proches, de nos collègues, de notre mère, de notre tante, de nos sœurs, de tati ou quoi que ce soit, peu importe, pour avoir un feedback, pour savoir si cette idée elle est intéressante. Et en soi, c'est cohérent. On pose des questions. Est-ce que le produit, tu te vois l'utiliser? Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Et on a toujours les mêmes patterns, tu vois. Est-ce que, par exemple, si je lance une application de coaching, est-ce que tu te vois l'utiliser? Ah ouais, trop bien. Et les feedbacks sont toujours similaires et hyper enthousiasmants, tu vois. Oh putain, trop bien, moi je vais carrément l'utiliser, ton idée elle est géniale, franchement c'est incroyable, prévois-moi quand ça sort, j'en parlerai autour de moi, etc., etc. Et du coup, tous ces feedbacks, tous ces signaux, nous de notre côté, en tant qu'entrepreneurs, ils nous font plaisir, on se dit putain, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui répond à un problème. Donc, in fine, en fait, je vais pouvoir vraiment résoudre un problème de fond et lancer quelque chose qui a cartonné. Ça y est, je suis riche. Je suis le nouveau Elon Musk, tu vois. Et la réalité, c'est que ces feedbacks, si tu te confrontes à ça et si tu t'en satisfais, tu tombes dans le même piège que Coca-Cola. Et la suite logique, par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est comment prendre alors de bons feedbacks pour tester tes idées et surtout créer des produits les plus performants du marché. Parce que toi, ce que tu veux finalement en tant qu'entrepreneur, c'est chercher une pain, chercher des consommateurs qui ont cette problématique et créer le meilleur produit pour répondre à ce problème. Ce qu'on appelle le product market fit. Et ce product market fit, il est compliqué à construire. Parce que il y a des notions qui ne sont pas maîtrisées et je vais te montrer exactement comment tu peux créer ce produit market fit avec un livre qui m'a un peu changé, vraiment changé ma façon de faire au niveau de la construction d'un produit, c'est le Mom Test. Alors je retrouve ma note, parce que forcément j'ai pris une petite note et j'ai des petits trucs sympas. C'est un bouquin qui est sorti en 2013, d'accord, écrit par Rob Fitzpatrick, qui part du postulat que demander à des consommateurs pour savoir si ton produit il est bon ou pas, c'est une très bonne chose. Et c'est une très très bonne idée. Tu as un bon réflexe d'entrepreneur, tu as de bonnes idées, c'est super cool. Mais si tu poses de mauvaises questions, tu auras de mauvaises réponses. Et tu vas tomber dans le piège de Coca-Cola ou le piège du Mom Test, c'est-à-dire de demander à ta mère si le produit est génial. Évidemment que ta maman va te dire que ton produit est génial, mon poussin. Évidemment. Tu vois. Donc,
Ça porte... et là, j'ai creusé cette partie un petit peu de psychologie, en fait. Tu vois, les gens ne sont pas... te mentent pas volontairement pour te nuire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont tombés dans deux pièges, deux biais cognitifs qui, en fait, leur empêchent de te faire un feedback honnête. Pardon. Le premier, c'est... alors, je l'ai noté ici, pour ne pas l'oublier. C'est le biais de ce qu'on appelle de désirabilité sociale. Le biais de désirabilité sociale, c'est on a tous envie, quand on est présent d'une personne ou d'un public, en société, de se montrer sous notre meilleur jour. C'est pour ça qu'en boîte de nuit, tu t'apprêtes, tu te fais belle gosse, beau gosse. C'est pour ça que quand tu vas faire une conférence, quand tu vas essayer de t'exprimer, tu vas essayer de montrer la meilleure version de toi-même en société. Généralement, il n'y a que les gens qui sont proches de toi, genre intimement, femme, copain ou peu importe, qui te voient sous ce jour-là, tu vois. Et toi, tu n'as pas envie que la société te voit sous ce jour-là. Donc, du coup, tu vas en fait un peu travestir ta façon de parler, ta façon de t'exprimer pour coller au mieux à la vision que tu as envie de renvoyer. D'accord ? Donc, forcément, les gens, quand tu leur demandes un feedback pour être sympa, ils vont bien se faire paraître. Et pour bien se faire paraître auprès de toi, ils vont te dire « Bah ouais, ton idée, elle est géniale. Elle est formidable, ton idée, mon poussin. Elle est trop, trop bien, tu vois. » Et donc, ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est vu dans une méta-analyse que j'ai trouvé très très sympa, une méta-analyse qui est quand même costaud, qui regroupe plus de 82 000 participants. Et cette méta-analyse, en fait, elle montre que on a posé une question à ces participants, enfin pas à tous ces participants, mais on a posé une question générale, et on a observé que quand quelqu'un déclare qu'il va faire un truc, on mesure, on va dire, à quel point ça prédit ce qu'il va le faire réellement. C'est-à-dire que, par exemple, je me dis, oui, tu vas tester mon produit. Ah ouais, de ouf, je vais tester ton produit de zinzin. Bah, la réalité, c'est qu'il n'y a que 28% qui vont vraiment tester ton produit en réalité. Voilà. Ça rejoint aussi le biais d'agréabilité sociale, mais c'est histoire de compléter un petit peu cette partie. Donc maintenant, je vais te montrer finalement les passages du bouquin, ou du moins les extraits du livre, qui m'ont, moi, aidé à marketer mon produit, l'affiner pour finalement poser les bonnes questions et avoir des retours réellement pertinents auprès des consommateurs. Le premier, c'est parle de leur vie, pas de ton idée. Si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis « Ouais, tu penses quoi de cette application de coaching ?» La personne va dire « Oui, bah, ça peut être intéressant. Est-ce que ça pourrait t'aider ?»« Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais, j'ai une idée de faire ça. » Et oui, bah ouais, trop, trop bien, tu vois. Il va te répondre hypothétiquement, tu vois, genre... alors que si tu poses une question sur son quotidien, imaginons, au lieu de parler d'une application de coaching, tu parles d'une application, enfin, tu parles à la personne et tu lui poses la question sur, ok, et toi, par exemple, est-ce que tu fais du sport, par exemple, combien tu fais de séances de sport par semaine? Putain, je sais pas, j'ai pas trop le temps, j'essaie de faire un petit run de temps en temps, ok. Premier signal. Donc là, tu as posé une question qui est large par rapport à ça. Tu poses une question sur son activité physique. Et là, tu vas pouvoir creuser. Tu vas pouvoir un peu comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Et ça rejoint le deuxième point, c'est parle de ses douleurs, de ses frustrations, de ses pains, de ce qui l'occupe au quotidien en termes de charge mentale. Tu vois. Et pourquoi tu fais pas beaucoup de sport, par exemple, au quotidien ? Parce que j'ai pas le temps, tu sais très bien, je m'occupe de mes gamins, de mes fans, enfin de ma femme, de mes enfants, de mes femmes. Bon, sauf si t'habites dans des pays où tu peux avoir plusieurs femmes, mais t'as compris. Donc, toi, t'es occupé, la personne est occupée, très bien, ok. Et t'aimerais faire plus de sport ? Ah bah ouais, j'aimerais bien, mais putain, à chaque fois que je vais à la salle de sport, ça me prend des heures et des heures et des heures, ok. Tu vois, et là, progressivement, en fait, tu vois, tu poses des questions qui permettent d'affiner un output, qui est intéressant. Si tu lui dis, ouais, tu utiliserais une application de coaching, peut-être que fondamentalement, la personne peut te dire oui, non, mais ça reste basique, tu vois. Alors que là, tu sais vraiment ce qui l'occupe dans son quotidien, son problème c'est le manque de temps, que potentiellement, oui, il aimerait faire plus de séances, mais à distance, c'est un peu compliqué. Donc, tu as des signaux de dire, ok, peut-être des séances, plutôt une application pour des séances maison, ça permet, tu vois, de travailler un petit peu ton discours marketing. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Ensuite, demande-leur ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils feraient. Si tu poses des questions sur le futur en mode est-ce que tu le vois utiliser une application, les gens vont te répondre avec des hypothèses. Oui, peut-être, pourquoi pas, d'accord ? Mais jamais sur
du factuel. Et des hypothèses, toi, tu n'en veux pas. Tu es entrepreneur, ce que tu as besoin, c'est du concret, du palpable, du matériel. Ok ? Et donc, ce qui t'intéresse, c'est surtout de capter ce qu'ils ont comme douleur dans le quotidien. Je me suis un petit peu perdu. Et j'étais en train de réfléchir à un exemple pour t'illustrer ça. Tu vois, genre là, moi, je suis en train de lancer un SaaS en attribution marketing pour montrer de la vraie data auprès des marketeurs qui lancent des campagnes sur Meta Ads, Facebook Ads, etc., etc. Et sur Metrica, en fait, au début, on a fait un groupe de early adopters où on a contacté une dizaine, quinzaine de personnes pour venir dans ce groupe-là et les challenger sur le produit. Et leur demander, ouais, t'aurais besoin de quoi? T'aurais besoin de ci, t'aurais besoin de ça. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait, la plupart, en fait, et on était rentré dans un truc de... les mecs ne voulaient pas acheter tout de suite parce qu'il leur manquait des features, donc on shippait des features. Et donc on était sur l'hypothétique. Le mec, il me dit, ouais, moi j'aimerais bien une application mobile. Donc on s'est dit, ok, vas-y, on va faire une application mobile. Si c'est que ça qui t'empêche d'acheter, on te fait une application mobile. Ok. Et une fois qu'on a créé l'application mobile, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, pour l'instant, il n'y a personne dessus. Et le mec qui m'a demandé l'application mobile, il n'en a rien à foutre. Là, il est en train d'utiliser d'autres outils ou peu importe. Tu vois. Parce que je ne lui ai pas posé la bonne question. Au lieu de lui dire, ok, pas de souci, je te ship l'application mobile, prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce que ça te permettrait de faire au quotidien? Ah, tu vois, je pourrais finalement vite voir mes datas tous les jours. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi de voir tes datas tous les jours? C'est pas que c'est important, c'est juste que tu vois, c'est bien aussi de pouvoir voir des chiffres, puis c'est cool, tu vois. Et puis je dis là, pour l'instant, t'as pas de data tous les jours. Comment tu fais? Je regarde sur mon Stripe et ok, ça va. Et ce signal, t'en fais quoi concrètement? Ce signal, ça me permet juste de voir mon chiffre et c'est tout, tu vois. Et finalement, en creusant progressivement, tu vois, on se rend compte que le mec, il s'en branle en fait de l'application mobile. C'est juste un gadget. Donc, est-ce que ça vaut le coup de développer une application mobile pendant 2 semaines et faire travailler tes devs pour une feature qui est juste là pour, ça peut être sympa pour voir des chiffres, quoi. S'en branle. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que ça vraiment répond à une douleur? Si je te fais une feature, il faut que ça soit game changer. Sinon, ça ne sert à rien. Ok? Et ça, ça joue dans les questions. Cette partie, elle est un petit peu déconstruite sur les questions parce que finalement, il y a des trucs qui me viennent en tête, point 1, point 2, point 3, et puis après, j'essaie de rebondir, mais on va faire un récapitulatif sur la fin de la vidéo, ne t'inquiète pas. Ce que tu dois aussi savoir, c'est l'application, enfin le truc te le dit très très souvent dans le livre, c'est répété même à plusieurs reprises, c'est fuis absolument les compliments. Ton objectif à toi, c'est de ne pas prendre des trop bien, génial, trop cool, tiens-moi au courant. Et au contraire, et je pense que c'est le meilleur conseil du livre, c'est de poser des questions dont la réponse est douloureuse. Je répète, pose des questions qui vont te faire mal quand tu vas entendre les réponses. Et c'est là que tu auras de vrais feedbacks, c'est là que tu auras des pépites, on va dire, pour construire et builder ton produit. Parce que ce qui va se passer, c'est quand tu vas, et là tu vas rentrer dans un nouveau biais cognitif, quand tu vas poser des questions pour savoir si ton produit il est bien, ce qu'ils en pensent, etc., et que les mecs ils vont dire putain c'est génial, c'est incroyable, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un biais de confirmation. Tu vas, on va dire, avoir une idée, tu vas faire que valider ton idée au fur et à mesure des questions que tu vas poser. Et donc tes questions, elles ne sont pas là pour valider la puissance du produit, elles sont là pour valider ta conception que tu en fais. Et c'est des choses qui sont complètement différentes. Moi, si je lance un produit, notamment Metrica, dans l'attribution marketing, mon point de vue, je m'en branle, tu vois. Je m'en fous complètement et j'essaie de l'écarter au maximum. Moi, ce que je veux savoir, c'est fondamentalement, est-ce que tu pourrais l'acheter ou pas? Est-ce que ça répond à un problème de ton quotidien? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu es capable de mettre du cash sur la table et de détecter des signaux, tu vois, détecter des douleurs pour voir si la personne face à toi, elle est prête à acheter, si tu parles à la bonne personne, aux bons utilisateurs. Et ça, c'est super important. Quand on s'est lancé dans Metrica, c'est le dernier exemple que je donnerai, on a fait une grosse erreur d'ICP. Au début, on s'est basé sur l'infopreneur. Infopreneur qui dépensait entre 5 et 10 000 euros de publicité tous les mois.
Et ce qui se passait, c'est que j'ai fait de la publicité, j'ai utilisé des outils d'attribution comme Aeros, Triple etc. Et je me suis rendu compte que le setup était chiant, que c'était une galère, etc. Et qu'il y avait comme une douleur, et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire là-dedans. Et quand j'ai proposé le produit auprès de collègues, d'amis entrepreneurs, la plupart m'ont dit non, t'inquiète, c'est bon, enfin, je gère sur les dashboards méta, ça me va très bien, c'est pas un vrai problème, tu vois. Et j'ai persisté, je leur dis, mais putain, tu pourrais faire plus de chiffres, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais... Non, ils s'en foutaient, tu vois. Et je continuais pendant des mois, j'ai perdu, je pense, 2 mois de R&D, de travail de copywriting, de LP, de positionnement, à cause de cette erreur. Parce qu'en fait, c'était pas assez profond. Quand tu lances des ads et que tu dépenses 5-10 000 euros par mois, en vrai, avoir un modèle d'attribution marketing, c'est sympa, c'est cosmétique, mais c'est trop technique par rapport à ça. C'est trop coûteux par rapport à ce que tu lances. Toi, tu as juste besoin de leads, tu les closes, merci, au revoir. Ça te permet de faire 150, allez, 50, 100, 150K de chiffre d'affaires. L'attribution marketing, elle est vraiment intéressante pour des boîtes qui spendent beaucoup plus, qui ont des vrais enjeux derrière, qui testent 60, 70 créatifs par semaine, qui ont des équipes dédiées, qui sont sur OpenAI Ads, Google Ads, Reddit Ads, sur Meta Ads, et peu importe, qui ont vraiment besoin d'avoir de la clarté dans leur data. Pas de petits entrepreneurs, solopreneurs, et c'est pas une critique, mais pas de petits solopreneurs qui font juste de la publicité pour aller chercher des petits chiffres d'affaires, tu vois. C'est pas une critique, c'est juste que j'essayais de vendre une voiture de luxe à des profils qui préféraient rouler en Clio. Parce que c'était juste Clio, je me déplace et j'ai pas besoin de voiture de luxe pour aller à la salle de sport. Logique. Voilà. Est-ce que j'ai tout oublié ? Enfin, est-ce que j'ai oublié des trucs ? Est-ce que la vidéo, elle est concrète pour vous ? Parce que j'essaie aussi de regarder ça, parce que là, je tourne en one shot. Je lance un nouveau format. D'ailleurs, pense à t'abonner. Il y a une vidéo par jour qui va sortir courant août, où je vais partager des retours, des histoires, et je vais essayer de rendre ça intéressant pour que tu puisses avoir de l'actionnable, et je te partageais un petit peu mes retours d'expérience. Donc, le mot de la fin un petit peu sur cette partie, c'est quoi ? C'est au lieu de poser une question sur « tu utiliserais un outil qui fait ça ?» ou « est-ce que tu te vois utiliser une application pour X, Y, Z ?» raconte-moi la dernière fois que tu as eu un problème concernant ça, tu vois. Et en fait, tu vas prendre large pour progressivement en fait, rentrer en profondeur et savoir si la personne a un vrai problème, si ça occupe un espace-temps, une charge mentale dans son quotidien, si ça provoque de la frustration, si c'est vraiment douloureux, si elle est capable de payer très cher pour répondre à ce problème, parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre et qui vont dire « Ah putain, c'est chiant, c'est un enfer, machin, ça me saoule ». Et en fait, ils ont juste envie de se plaindre et ils ne sont pas prêts à payer pour trouver une solution pour ça. Donc faire attention aussi aux lamentations, parce que c'est très important. Et un point que j'ai oublié, qui vient de pop en tête, sur lequel j'ai pas étayé davantage, mais c'est ne pitch jamais ton produit. L'erreur qu'on a fait avec Metrica, c'est d'être toujours dans cette dynamique au début, quand je prospectais. Oui, on lance un outil d'attribution marketing, tu fais des ads, tu dépenses beaucoup, viens, on fait du business ensemble. La réalité, c'est que quand tu commences à rentrer dans un modèle où tu pitches, tu dénatures la conversation. Et nous, à partir du moment où on a compris ça et on a commencé à rentrer dans une discussion plutôt collaborative, où on apprend des gens, on creuse leurs problèmes, on découvre finalement les humains qui sont derrière ça, on avait davantage de propositions, davantage de deals en cours, de deals closés. Là, on a des échanges avec des mecs qui dépensent quasiment 1 million, 1,5 million de chiffres dans la publicité. Donc des profils hyper intéressants qui vont chercher les 100 millions. Et ça, on a pu le faire juste en posant des questions en s'intéressant, en proposant des podcasts, etc. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, ce que tu peux retenir de ça, finalement, c'est ton idée, à toi, elle t'occupe 100% de ton espace mental, d'accord ? Par contre, dans la tête des gens, zéro. Les gens s'en foutent et partent du principe qu'ils s'en branlent complètement. Ce qui les intéresse, c'est leurs problèmes au quotidien, leurs préoccupations. Donc, plutôt que de parler de ton idée, parle de leurs problèmes et essaye de faire une jonction entre les deux. Pour l'actionnable, histoire de retenir les 4-5 bullet points, ne parle jamais de ton idée et pose simplement de meilleures questions. Ne me demande pas si elle l'utiliserait,
mais parle de leur présent, de leur passé, jamais du futur. Ne propose pas de solution, du moins pas tout de suite. Il faut qu'en fait ça vienne naturellement dans la conversation et cherche ce que ça lui coûte. Donc on revient au problème de fond. Et donc le mot de la fin c'est cherche des réponses douloureuses, pas les flatteries. Et là tu auras des vrais feedbacks et là tu pourras faire du biz. Je te souhaite une bonne journée, à très vite, ciao ciao.